Bonjour, merci de nous retrouver. Un dirigeant de l'opposition laïque abattu en Tunisie. La conférence islamique qui se tient au Caire et en dépit des sujets de premier ordre, le Mali ou la Syrie par exemple, ce qui semble au centre des préoccupations pour les pays qui ont participé justement à cette conférence et qui se rassemblent, eh bien c'est l'Iran. Qui de l'Iran ou de l'Arabie Saoudite gagnera en influence dans l'année à venir? L'éternel conflit entre chiites et sunnites, on en reparlera avec Samir Ben Layachi en première partie d'émission. Nous serons également avec Meir Rosen pour parler des relations entre Obama, le président américain, et Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, à l'aube d'une rencontre au printemps prochain. Mais place avant tout à l'actu avec Elsa Mimoun. Elsa, bonjour. Bonjour Nathalie. Alors, en quelques heures seulement, la Tunisie s'est enfoncée véritablement dans la violence. De nouveaux affrontements effectivement ont éclaté mercredi soir devant le ministère de l'Intérieur à Tunis après l'assassinat du représentant de l'opposition Chokri Belaïd. Un policier a été tué par des jets de pierre en signe de protestation après l'assassinat. 4 formations de l'opposition laïque ont appelé à une grève générale et suspendu leur participation à l'Assemblée nationale constituante. Le président Monsef Marzouki, qui entretient des relations houleuses avec le parti Ennahda, a dénoncé un acte odieux. Il a convoqué une réunion des hauts dirigeants politiques et sécuritaires. Et toujours en Tunisie, donc démission du gouvernement, c'est ce qu'ont annoncé les islamistes au pouvoir en promettant d'organiser rapidement des élections pour tenter de calmer les violentes manifestations. Le Premier ministre Hamadi Djebali s'est adressé à la nation dans la soirée pour annoncer qu'il formera un gouvernement de compétences nationales sans appartenance politique. À l'étranger, plusieurs réactions. Le président français François Hollande a condamné ce meurtre qui prive la Tunisie, je cite, d'une de ses voix les plus courageuses. Les États-Unis, de leur côté, ont dénoncé un acte odieux et lâche. Des centaines d'Égyptiens, hommes et femmes, ont manifesté au Caire réclamant la fin des violences sexuelles contre les femmes après de nombreux incidents recensés en marge des manifestations. Les manifestants ont scandé des slogans contre le ministère de l'Intérieur qu'ils accusent d'avoir échoué à arrêter ce genre de violence. Parallèlement, l'organisation Amnesty International a appelé le président Mohamed Morsi à prendre des mesures drastiques pour mettre fin à ces violences. Le porte-parole du président égyptien Yasser Ali a déclaré que le rapprochement entre l'Iran et l'Égypte dépend de nombreuses questions, notamment celle de la crise en Syrie. Selon lui, la question syrienne concerne chaque citoyen arabe et l'Iran devrait faire partie de la solution. La banlieue de Damas a connu les bombardements les plus violents depuis des mois, l'armée y menant une offensive généralisée contre les rebelles au moment où l'opposition était divisée sur une offre de dialogue avec Damas lancée par son propre chef. À Palmyre, 19 membres de service des renseignements ont péri lors d'une double attaque suicide à la voiture piégée contre 2 sièges de ces services. Selon une ONG syrienne, l'armée qui tente depuis plusieurs mois d'en finir avec la rébellion a, selon une source sécuritaire, lancé une offensive globale et coordonnée sur toute la banlieue de Damas. Toutes les entrées de la ville ont été fermées. La France souhaite que la force de maintien de la paix pour le Mali placée sous le mandat de l'ONU soit opérationnelle en avril. C'est ce qu'a déclaré Laurent Fabius. Ça ne veut pas dire du tout que nous allons quitter le Mali, mais nous pourrons diminuer le nombre de nos troupes et nous concentrer en particulier sur la recherche des terroristes. C'est ce qu'a affirmé le ministre français des Affaires étrangères. La France va engager des pourparlers avec ses partenaires européens en vue de sanctionner le Hezbollah, mis en cause dans un attentat perpétré en Bulgarie qui avait fait 6 morts en juillet dernier. Traditionnellement prudente face à ce mouvement chiite libanais, la France a décidé de réagir au lendemain de la déclaration bulgare mettant en cause le Hezbollah dans l'attentat. En Israël, les tractations se poursuivent pour former un gouvernement. Cependant, les divergences se font de plus en plus marquantes. Eli Shai du parti chasse ultra-orthodoxe a annoncé que la reprise du processus politique, je cite, ne pourra pas être possible sans une large coalition gouvernementale incluant le parti chasse. De son côté, Naftali Bennett a réitéré ses propos de campagne, expliquant que tous les ultra-orthodoxes devaient participer à la vie économique du pays et effectuer leur service militaire. Plusieurs milliers d'étudiants ont manifesté contre la politique de rigueur dans l'éducation et les coupes budgétaires en Espagne menées par le gouvernement de droite. Ils ont été rejoints par les enseignants. Le gouvernement de Mariano Rajoy avait annoncé au printemps 2012 son intention d'économiser 3 milliards d'euros par an dans le secteur de l'éducation. Dans le cadre de sa politique de rigueur visant à redresser les comptes publics de l'Espagne, les frais d'inscription à l'université vont augmenter de 50% et le nombre d'étudiants par classe va s'accroître de 20%.
Prestation de serment pour John Kerry en présence du vice-président Joe Biden. Le nouveau secrétaire d'État américain s'est engagé mercredi à œuvrer pour la paix. Le nouveau secrétaire d'État donc a également appelé à une résolution du conflit israélo-palestinien sous une période de 4 ans. L'équipe de France a entamé son année 2013 par une défaite 2-1 face à l'Allemagne dans le cadre d'un match en présence de François Hollande et Angela Merkel. Le protocole d'avant-match avait été placé sous le signe des 50 ans du traité de l'Élysée, marquant la réconciliation franco-allemande. Merci Elsa pour ce point sur l'actualité. On l'a vu au Mali, la situation inquiète toujours. En Syrie, les violences sont quotidiennes. Et dans les deux cas, l'implication d'Al-Qaïda a été mise en avant à de nombreuses reprises. Nous sommes en ligne avec Maxime Pérez. Bonjour, notre spécialiste en sécurité et défense. Bonjour Nathalie. Alors, un article du quotidien anglais The Guardian a été publié. Il semble à contre-courant de la réalité puisqu'il annonce la prochaine implosion d'Al-Qaïda. Est-ce que c'est crédible ? Écoutez, je suis toujours très réservé face à ce genre d'analyse. Si l'on trace une rétrospective de la lutte contre Al-Qaïda ces dernières années, certes, les talibans ont été délogés de Kaboul, mais ils sont toujours menaçants en Afghanistan. Ben Laden est mort, mais un autre chef l'a remplacé, l'Égyptien Al-Zawahiri. Il y a eu le printemps arabe qui n'est pas spécifiquement le fait d'Al-Qaïda, mais il a profité à des mouvements islamistes comme les frères musulmans. On pourrait même parler du courant salafiste qui représente aujourd'hui la base idéologique de l'islam radical. Alors il y a eu un tournant après les attentats du 11 septembre, même s'il y a eu des antécédents, ou plutôt des avertissements dans les années 90. Aujourd'hui, l'ensemble des pays occidentaux sont mobilisés dans la lutte contre le terrorisme, contre les réseaux islamistes. Des réseaux, vous le savez, qui agissent parfois au cœur de l'Europe. On l'a vu avec les attentats à Londres et à Madrid. Cette lutte, elle est engagée sur le plan du renseignement, sur le plan financier, bien sûr, sur le plan militaire, comme aujourd'hui la France au Mali. Mais vous savez, il faudrait d'abord résoudre un problème de définition d'Al-Qaïda. Al-Qaïda, c'est à la fois une nébuleuse qui regroupe une multitude de groupes islamistes autour d'une idéologie radicale, qui est celle de la charia, vous le savez. Et c'est aussi une immense multinationale qui fonctionne grâce à des sociétés écrans qui permettent à la fois le blanchiment d'argent des fins terroristes. On l'a vu à l'époque de Ben Laden dans les années 90. Les membres d'Al-Qaïda sont liés à toutes sortes de trafics d'armes, de drogue, de cigarettes même. On l'a vu avec un rapport trop optimiste, Maxime Pérez. Oui, je crois que la lutte contre Al-Qaïda nécessite une action sur une multitude de ressorts parce que voilà, encore une fois, Al-Qaïda c'est une machine qui se nourrit de conflits aux quatre coins de la planète. Ce sont ces fameuses terres du djihad qui facilitent le recrutement de combattants, qu'on le veuille ou non, comme le prétend le Guardian, et qui surtout permet à n'importe quel groupe du jour au lendemain de se revendiquer d'Al-Qaïda. Le premier exemple qui nous vient à l'esprit, c'est bien sûr l'Afghanistan des talibans, mais depuis il y a eu l'Irak, la Libye, au moment de la chute de Kadhafi, aujourd'hui la Syrie avec Assad, et bien sûr on pourrait même parler du Sinaï égyptien. Et à l'arrivée, on voit bien que tous les fronts se sont multipliés. Cela confirme la crainte des Occidentaux, celle d'un conflit à l'échelle planétaire. Un dernier point, Maxime, et on va terminer là-dessus. Est-ce que l'on connaît déjà les implications, les conséquences de la mort d'Oussama Ben Laden sur la nébuleuse terroriste Al-Qaïda ? Écoutez, il a été immédiatement remplacé par l'Égyptien Al-Zawahiri dès l'annonce de sa mort. Cela a certainement eu un impact psychologique pour les membres d'Al-Qaïda. Évidemment, c'était le chef spirituel de ce mouvement, de ce courant plutôt, que représente cette volonté de réunir la communauté islamique autour d'une même idéologie. Mais Al-Qaïda, la faculté, Al-Qaïda est une machine qui malgré tout dispose d'une faculté exceptionnelle à se recomposer parce qu'elle se compose d'une multitude de cellules implantées au cœur des villes européennes, au cœur des pays musulmans. Et donc on l'a vu justement les pays musulmans dont vous parlez, et ce printemps arabe qui a finalement redonné un second souffle finalement à cette nébuleuse terroriste. Merci Maxime de ces informations ce matin.
Meir Rosen, bonjour. Samir Benaïchi, bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. On va reparler avec vous de la visite historique de Mahmoud Ahmadinejad en Égypte et des liens renouvelés entre les deux pays. Avant cela, je vous propose de faire le point sur une visite en demi-teinte du leader de la République islamique. Reportage. C'était un déplacement annoncé comme historique et pourtant Mahmoud Ahmadinejad est reparti déçu. Tout avait pourtant bien commencé lorsque le président iranien arrive au Caire. C'est Mohamed Morsi qui l'accueille avec les honneurs à l'aéroport. Une visite improbable sous l'ère Moubarak, notamment à cause d'une alliance renforcée avec les États-Unis et d'un traité de paix signé avec Israël. Les enjeux sont de taille pour le président iranien. C'est la première fois que Téhéran parvient à envoyer sur le sol égyptien un responsable politique depuis plus de 30 ans. Les relations irano-égyptiennes ont été rompues au lendemain de la révolution islamique de 1979. Le Shah d'Iran est chassé du pouvoir par les ayatollahs. C'est alors chez le président Anwar al-Sadat qu'il trouve refuge. Aujourd'hui, une ère nouvelle semble s'ouvrir dans ces relations. Nous avons discuté de beaucoup de problèmes importants concernant le monde musulman et dans sa région. Nous partageons les mêmes idées concernant les réformes à effectuer. Dès l'arrivée au pouvoir des islamistes égyptiens, l'Iran a émis le souhait de normaliser ses relations avec le Caire. Le nouveau pouvoir égyptien, lui, s'est montré jusqu'à présent prudent sur le sujet. Pas question de renoncer aux aides militaires et économiques américaines, vitales à l'équilibre du pays. Une prudence toujours de mise. Dès son arrivée, Mahmoud Ahmadinejad a été sommé de ne pas menacer la sécurité des monarchies du Golfe et de respecter les populations sunnites. La question de la crise syrienne a également été soulevée et à cette occasion, leur divergence à nouveau affiché. Je suis optimiste, une solution de crise peut être trouvée pour la Syrie. Je suis sûr que son Excellence le président Morsi en sera à l'origine. Et l'Iran, la Turquie et l'Égypte se réuniront ensemble bientôt pour la Syrie si Dieu le veut. Mahmoud Ahmadinejad, à la tête du plus grand pays musulman chiite, se voit bien en leader du monde arabe, mais ses ambitions sont clairement contradictoires avec celles du Caire et des frères musulmans. Or, cela ne pourra se faire sans le consentement et l'aide du pays arabe le plus peuplé, l'Égypte. Meir Rosen, vous étiez ambassadeur aux États-Unis, également en France. Les relations interétatiques, vous connaissez. Vous êtes rompu à cet exercice, notamment les sensibilités des différents leaders dans les différents pays. Alors finalement, cette conférence islamique, c'était le grand retour de l'Égypte, de la grande Égypte, même si on le sent bien, le président égyptien n'est plus réellement en phase avec les préoccupations de son peuple et la priorité des frères musulmans. Eh bien, c'est bien de se repositionner en leader de ce monde arabe. Et dans ce registre, on peut bien le dire, les frères musulmans et l'Égypte n'est pas le seul en course. Le problème qui se pose actuellement, c'est que nous savons très bien que l'Égypte a un traité de paix avec Israël. Et dans le cadre de ce traité, l'Égypte s'est engagée par une vingtaine de conventions entre les deux pays, de coopérer avec Israël, d'avoir des projets communs. Israël a quitté le Sinaï en laissant 2 aéroports en parfait état. Et en même temps, nous savons que le président de l'Iran, M. Ahmadinejad, est venu à la tribune des Nations Unies et a déclaré qu'Israël doit être liquidé, que c'est le cancer du Moyen-Orient. Et ce qu'il a fait, en fait, c'est le crime du génocide, puisque l'incitation au génocide est considérée comme génocide par la Convention contre le génocide. Maintenant, l'Égypte a un problème. On va en reparler d'ici quelques instants. Une autre question que j'avais envie de vous poser, c'est justement Mahmoud Ahmadinejad, qui est à quelques encablures seulement de Jérusalem. Les responsables israéliens n'en ont pas fait mention, ne se sont pas exprimés sur le sujet. Pourquoi tant de précautions ? Tout d'abord, on ne nous a pas présenté une demande officielle où on ne nous a pas informé que M. Ahmadinejad veut se rendre à Gaza et par où il viendra à Gaza, et je ne suis pas persuadé que les autorités égyptiennes sont très heureuses de le voir visiter Gaza. Mais n'oubliez pas que, en même temps que vous avez la visite d'Ahmadinejad au Caire, le président Obama dit qu'il va venir dans la région. Parce qu'un des échecs de la politique extérieure d'Obama a été le fait qu'il n'a pas réussi à convaincre la Syrie de se détacher de la tutelle iranienne. Et le lien est contrairement
aux attitudes de la Syrie au moment de l'attaque contre les Tours, où la Syrie avait coopéré avec les États-Unis à l'époque. Donc c'est un des échecs, et les États-Unis, la visite d'Obama dans la région est destinée à rappeler au monde qu'en dépit du fait que moi, États-Unis, je ne suis pas intervenu en Libye, c'était une initiative française. Je n'ai pas réussi à détacher la Syrie de l'Iran. Et je n'ai pas réussi à résoudre le problème palestinien, mais je viens au Moyen-Orient pour réaffirmer la présence des États-Unis, et rien ne se fera ici sans les États-Unis. Mais Rossel, justement, on reviendra sur les enjeux de la visite de Barack Obama un peu plus tard lors de cette interview. Une autre question, le président égyptien qui se rapproche du président Mahmoud Ahmadinejad, du président iranien, dont on connaît les considérations à l'égard de l'État d'Israël. Et puis d'un autre côté, Mohamed Morsi qui continue à entretenir des relations avec l'État d'Israël. Vous qui avez rédigé les accords de paix et qui avez participé à leur rédaction entre l'Égypte et Israël, il fut un temps, vous n'y voyez aucune contradiction? Il y a une contradiction sans aucun doute. Et les accords de paix spécifient textuellement ces points, et je ne veux pas fatiguer vos téléspectateurs avec les détails juridiques mais il ne faut pas oublier que l'Égypte reçoit tous les ans 3 milliards de dollars du contribuable américain. Et je veux rappeler encore un fait, nous avons signé la paix avec 39 millions d'Égyptiens, il y en a aujourd'hui 83 millions d'Égyptiens. Depuis 2 ans, on ne sait pas qui est le gouvernement égyptien exactement, et le seul îlot de paix, et le seul oasis au Moyen-Orient aujourd'hui, c'est l'État d'Israël. Et je crois que les élections qui ont eu lieu ici il y a quelques semaines prouvent à quel point Israël est aujourd'hui un élément strictement nécessaire et capital pour la défense des États-Unis. C'est ça. Donc on voit une vraie concurrence pour les Iraniens sur le dossier égyptien. Barack Obama a annoncé, notamment au moment de la nomination de John Kerry, qu'il souhaitait arriver à une résolution du conflit israélo-palestinien d'ici à 4 ans. Est-ce que c'est crédible ? Écoutez, il doit essayer pour l'instant, à cause de quelques erreurs qu'il a commises. Il faut bien le rappeler, le fait qu'il ne s'est pas rendu en Israël pendant les 4 années de sa présidence. Il y a eu d'autres présidents qui ne sont pas venus en Israël, mais son absence d'Israël avait une signification toute particulière à cause des tensions qu'il y a eu entre les deux gouvernements. Mais le fait la première visite qu'il a annoncé, il passera en Israël 3 jours pour un président américain, c'est beaucoup. Ça prouve à quel point les rapports entre Israël et les États-Unis sont plus forts que jamais, contrairement à ce qu'on a lu dans la presse et contrairement aux attaques auxquelles nous sommes assujettis dans la presse étrangère. Donc une volonté de Barack Obama affichée d'apaiser des relations assez conflictuelles. Non seulement, mais de renforcer les liens, surtout qu'il y a déjà, la situation en Syrie est connue, 60 000 cadavres syriens, il y a le danger nucléaire iranien qui sera certainement le premier point à l'ordre du jour de la rencontre entre Obama et Netanyahu quand il arrivera. Et je crois que tout ce qu'on dit dans la presse, que sa visite est destinée à influencer la formation du gouvernement israélien, c'est vraiment si vous me permettez d'utiliser un terme non diplomatique, c'est du bidon. Mais Rosen, je me permets de revenir sur la question que je vous ai posée il y a quelques instants. Est-ce que cette promesse de Barack Obama arriver dans 4 ans à résoudre le conflit israélo-palestinien, une promesse de début de mandat pour le président américain? D'abord, c'est très connu que le 2e mandat d'un président des États-Unis est destiné à sauvegarder et à garantir sa place dans l'histoire des États-Unis. Et en ce qui concerne Israël, s'il y a un État qui veut la paix au Moyen-Orient, puisque pour les États-Unis, le problème du Moyen-Orient, c'est un problème de politique étrangère, de politique énergétique. Pour nous, c'est une question d'existence. Alors quand on dit il y a le camp de la paix et le camp de la guerre, tout Israélien veut la paix, et nous espérons que la visite d'Obama ici va avancer ce processus de paix à condition que les Palestiniens, pour lesquels on a déjà
gelé une fois les implantations pour 10 mois, ils ne sont pas venus à la table de négociation. Vous parlez de ces pays qui souhaitent la paix, qui appellent la paix de leurs vœux. On l'entend avec les États-Unis, on le voit avec l'Union européenne. Est-ce que finalement, ces deux entités ou d'autres ont le pouvoir de forcer Israël et les Palestiniens à s'asseoir et à faire la paix? Il n'y aura jamais de paix imposée. Munich a fait la preuve qu'on ne peut pas imposer la paix. Mais ce qui est très inquiétant, au moment où nous parlons, il s'avère qu'il y a des pays européens qui refusent à mettre le Hezbollah sur la liste des organisations terroristes après le rapport publié par les autorités bulgares. Le Hezbollah est une organisation terroriste, c'est eux qui ont tué les 85 à Buenos Aires, c'est eux qui ont tué les 6 victimes à Burgas en Bulgarie, et les États européens doivent mettre le Hezbollah sur la liste des organisations terroristes, sans aucun doute. Samir Ben-Aïchi, je vous voyais prendre des notes pendant que Meiri Ozen parlait. Vous avez quelque chose à mentionner, une réaction? Je parle de ce rapprochement entre l'Iran et l'Égypte. Ça inquiète pas les Israéliens, et moi, ça me met un peu une puce à l'oreille. Donc, c'est-à-dire ce rapprochement, c'est un rapprochement un peu délicat. Pour Morsi, c'est une carte qui est en train de jouer pour tenter un petit peu sa chance sur le plan international. Mais je crois qu'il est sous pression, il ne peut pas aller plus loin, il est sous pression par les pays du Golfe, il est sous pression vis-à-vis des Américains, il ne peut pas aller plus loin dans ce rapprochement. D'ailleurs, il a beaucoup à perdre. Lui, Ahmadinejad, il a beaucoup de choses à gagner, surtout en Iran. Alors, on va en parler justement aussi, de la pression de la rue égyptienne, on en reparlera d'ici quelques instants. Samir, une question également pour vous, Meiri Ozen. Est-ce que finalement, où est la place d'Israël dans ce monde arabe qui se cherche? Finalement, Samir disait qu'Israël n'a pas l'air de craindre ce rapprochement entre le président Morsi et le président Ahmadinejad. Est-ce qu'il faut craindre ou espérer les prochains développements qu'on voit se profiler? Tout d'abord, je crois qu'Israël suit de très près tout ce qui se passe au Moyen-Orient, parce que pour nous, c'est une question d'existence. Et s'il n'y avait pas le blocus sur Gaza, Gaza serait déjà aujourd'hui une base iranienne. Ce n'est pas un secret que l'Iran approvisionne aussi bien le Hezbollah que le Hamas avec toutes les armes possibles et imaginables. Et selon la presse étrangère, nous avons vu ce qui s'est passé avec les missiles qui ont été envoyés à la Syrie par le gouvernement russe et qui sont en train d'être transférés maintenant au Liban. Donc, mais finalement, vous justifiez les positions d'Israël, et finalement, on le comprend. Ce qu'il faut savoir à présent, c'est comment on joue avec les différents acteurs qui sont présents sur la scène internationale et dans le monde Israël arabe. a fait déjà la preuve dans le passé que quand il s'agit de notre existence, on prend des actions qui sont extrêmement périlleuses et risquées. Quand on a bombardé aux Irak, à Bagdad le 7 juin 1981, on a sauvé le monde du danger nucléaire, parce que Bush père n'aurait jamais pu intervenir au Koweït pour le sauver si Saddam avait la bombe atomique. Selon la presse étrangère, Israël a bombardé une centrale atomique en Syrie. La Syrie a le plus grand dépôt d'armes biologiques, bactériologiques. Israël suit ça de très près. Et une entente, maintenant, Ahmadinejad est venu au Caire simplement pour prouver qu'il est là et pour élever la représentation de l'Iran au Caire par un ambassadeur, parce que depuis 30 ans, il n'y avait pas de relation entre les deux pays. Maintenant, les sanctions qui ont été adoptées contre l'Iran aident dans une certaine mesure, mais l'Iran continue à fabriquer la bombe atomique. Et une fois qu'ils l'ont, cette bombe, ce n'est pas la question s'ils vont l'utiliser ou pas, mais le simple fait de l'avoir, c'est déjà un danger pour toute la région. Ce n'est pas seulement Israël qui est mêlé à l'affaire.
Mais Rosen, je voudrais finir sur ces images. Mahmoud Abbas qui s'est exprimé à l'occasion donc de cette conférence islamique, et vous allez l'entendre, le voir. On va le voir d'ici quelques instants sur les images qui vont défiler. Il se trompe tout simplement en voulant remercier le président Morsi. Il commence à remercier le président Moubarak. Est-ce que finalement ce lapsus est révélateur d'un regret de l'ère Moubarak pour les Palestiniens? D'abord, il s'est trompé en disant Hosni. Il n'a pas dit Moubarak, il a dit Hosni. Et puis il a c'est la grave erreur de Moubarak a été que les 32 années de paix avec Israël, au lieu de les utiliser pour réchauffer les relations avec Israël, ce qui aurait été un élément stratégique de premier ordre pour la défense de l'Égypte, les a gaspillés en menant une campagne antisémite et anti-israélienne qui est arrivée jusqu'au point où les sénateurs américains ont demandé à couper l'aide à l'Égypte à cause de cette campagne antisémite. Mais le fait est que, si on veut résumer dans une seule phrase, c'est que le seul endroit au Moyen-Orient où la vue continue malgré tout et où on prouve qu'on est capable de garder une démocratie malgré toutes les guerres qu'on a eu à subir. Et j'espère que le monde voit cela et cesse de mener cette campagne diabolique contre l'État d'Israël dans la presse. Mais Rosen, merci, vous restez avec nous sur ce plateau. Vous pourrez sûrement réagir aux propos de Samir. On quitte un instant l'Iran pour se rendre en Tunisie. Des milliers de personnes qui descendent dans la rue. Ça aurait pu se passer il y a 2 ans pour que le peuple demande finalement la chute de Ben Ali. Aujourd'hui, les militants veulent la fin d'Ennahda. La mort de cet opposant signe une nouvelle révolution en marche. Est-ce que finalement cet assassinat, c'est le signe d'une révolution trahie en quelque sorte? Oui, c'est un assassinat un petit peu grave. C'est-à-dire, bien sûr, tout assassinat est grave, mais celui-là met en danger tout le processus, la révolution arabe, entre guillemets. Mais il faut dire une chose c'est-à-dire que j'ai déjà dit, que je répète aujourd'hui, c'est que la thèse de l'hiver islamique et n'est pas en train de se réaliser. Au contraire, c'est-à-dire il y a un hiver que je dirais laïque, peut-être même, je suis un petit peu peut-être naïf, mais j'ai toujours dit qu'il y a un moment bien précis, peut-être dans le futur proche, où les laïcs vont se réveiller. Pour demander cette révolution confisquée, qu'on leur a confisquée, c'est-à-dire par les islamistes. Parce que quand on voit, par exemple, le monde arabe, l'islamisme comme une arme politique ne peut pas ne pas marcher. Et donc c'est là où il faut trouver le juste milieu. Finalement, vous dites, les laïcs vont s'élever, les laïcs s'élèvent en Tunisie, mais est-ce que finalement ils ne protestent pas contre une forme de poussée vers la violence du parti Ennahda? Non, Nahda déjà a fait des compromis. Maintenant, ils se sont trouvés le dos contre le mur. Et donc, voilà, ce qu'on a toujours demandé, d'ailleurs, ce que Belaïd a toujours demandé, un gouvernement... je dirais, de rotation, il a déjà demandé ça, il a demandé déjà une union entre les laïcs et c'est ce qu'ils font aujourd'hui pour sauver un petit peu la face, pour sauver un petit peu la société et le calme social. Malheureusement, c'est-à-dire on peut risquer, c'est-à-dire dégénérer vers, je sais pas, une guerre civile. Vous dites sauver la face parce que finalement on est face à un échec de la démocratie alliée à l'islam, de cette cohabitation finalement. Est-ce qu'on peut encore y croire à cette cohabitation? Bon, on a toujours cru que l'islam et la démocratie peuvent faire un bon ménage. Le problème, c'est qu'il y a une contradiction, c'est-à-dire le terme laïcité dans le monde arabe
est problématique. C'est-à-dire, d'abord, on doit cesser de penser que être laïque, ça veut dire qu'on cesse à croire en Dieu. Et donc, ces laïcs, ces libéraux, ils ont de la peine. C'est-à-dire, c'est très difficile pour eux de faire véhiculer leurs idées parce que déjà, ils sont, dorénavant, ils sont... Donc, cette cohabitation entre islam et démocratie, finalement, c'est un problème au niveau de l'idée, mais aussi et surtout un problème au niveau du mode de gouvernance. Bah, on a vu, c'est-à-dire sur le terrain, ça ne marche pas. Et donc, si ça ne marche pas, il faut changer de méthode. Et donc, pour changer de méthode, parfois, ce n'est pas facile. Il faut qu'il y ait des assassinats, il faut qu'il y ait des révolutions, il faut que les gens se tuent. Donc, pour changer un paradigme, c'est un processus historique qui prend beaucoup, beaucoup de temps et qui se fait par le biais de l'éducation et par le biais des révolutions et de la violence. Mais Rosen, vous vouliez réagir? Écoutez, ce qui est grave dans cette situation, vous voyez la situation des Coptes en Égypte. Et ce qu'on croyait au début, le printemps arabe, est devenu l'hiver islamique. Et l'impression est que ce statut de dhimmi, d'étranger, revient maintenant et que El-Azhar au Caire, l'université d'Al-Azhar, devient le centre du pouvoir. Quand vous prenez un pays auquel vous vous êtes référé, la Tunisie, qui était un des pays les plus modérés dans les rapports avec Israël aussi, Bourguiba, etc. Et vous voyez que dans la constitution tunisienne nouvelle, il y a un article qui dit « Nous n'établirons jamais des relations diplomatiques avec l'entité qui s'appelle Israël ». C'est extrêmement grave. Et la tendance que vous avez partout, ce qui se passe en Syrie, c'est pas du tout, c'est contraire au principe de la démocratie, la façon dont on tue ses propres citoyens. C'est de la tradition du père Assad qui a tué à Hama 30 000. Et ce qui est le plus grave, et quand on parle de l'attitude d'Israël, est-ce qu'Israël peut ignorer le fait qu'à sa frontière, à 50 mètres de notre frontière, on massacre 60 000 individus depuis 2 ans et aucun État n'intervient pour sauver leur vie. Et quand on parle, nous, Européens, nous allons garantir la sécurité d'Israël, on ne sait pas s'il faut rire ou pleurer, parce que c'est... Alors ça pourrait faire l'objet d'une émission en elle-même. Je voudrais éclaircir un dernier point avant de refermer cette émission, puisqu'on vient justement à court de temps. Le chiisme, le sunnisme, finalement, c'est les grands présents, les sujets dont on a parlé au cours de cette conférence islamique. Est-ce que ce qui prime, c'est pas la mise en garde sunnite contre le chiisme d'Ahmadinejad? Est-ce que l'idée, c'est pas non plus de mythifier d'une certaine façon la confrontation, comme pour détourner les yeux de l'absence de liberté qui règne dans ces pays? D'abord, le président iranien est venu en Égypte en tant que président de l'Iran et non pas le directeur ou l'idéologue de la Shia. Et non plus, Morsi, lui, il ne se comporte pas comme le leader de la Sunna. Donc il ne faut pas vraiment tomber dans le piège de ce rapprochement. Ce n'est pas un rapprochement... Enfin, on a quand même entendu les mises en garde des pays, notamment de l'Arabie Saoudite, etc., juste avant l'entrée en scène d'Ahmadinejad au Caire. Oui, Ahmadinejad, lui, ce qu'il veut, c'est un petit peu exploiter cette révolution qui est sunnite au fond, ou qui est laïque sunnite et que les Iraniens veulent faire partie de ce. Mais de toute façon, les Iraniens n'ont jamais trouvé une oreille qui les écoute dans le monde arabe. Ça n'a jamais marché. Il y a toujours des obstacles si on ne sont pas culturels, ils sont politiques, si on ne sont pas politiques, ils sont géopolitiques. Il y avait toujours un obstacle entre la Shia et la Sunna.
Samir Belaïch, merci pour ces analyses. Merci à vous également, Meir Rosen. Avant de refermer cette édition, un rappel des titres, des nouveaux affrontements qui ont donc éclaté hier soir devant le ministère de l'Intérieur à Tunis après l'assassinat, on en parlait, du représentant de l'opposition, Chokri Belaïd. Un policier a été tué par des jets de prière en signe de protestation après l'assassinat. 4 formations de l'opposition laïque ont appelé à une grève générale et suspendu leur participation à l'Assemblée nationale constituante. Le président Monsef Marzouki, qui entretient des relations houleuses avec le parti Ennahda, a dénoncé un acte odieux. Il a convoqué une réunion des hauts dirigeants politiques et sécuritaires. Et puis l'actualité au Mali, la France souhaite que la force de maintien de paix pour le Mali placée sous le mandat de l'ONU soit opérationnelle dès avril prochain. C'est ce qu'a déclaré Laurent Fabius. On ne veut pas dire du tout que nous allons quitter le Mali, mais nous pourrons diminuer le nombre de nos troupes et nous concentrer en particulier sur la recherche des terroristes. C'est ce qu'a déclaré donc le ministre français des Affaires étrangères. Prestation de serment pour John Kerry en présence du vice-président Joe Biden. Le nouveau secrétaire d'État américain s'est engagé hier à œuvrer pour la paix. Le nouveau secrétaire américain a également appelé à une résolution du conflit israélo-palestinien sous un délai de 4 ans. Voilà donc pour l'actualité. On termine sur ces images insolites qui nous parviennent de Syrie. L'armée de Bachar el-Assad ne fait apparemment pas que pilonner les positions des rebelles. Cette flash mob que vous voyez défiler de l'armée syrienne a été regardée par des milliers de spectateurs sur YouTube. Vous en avez eu un aperçu. Voilà donc pour cette édition, la dernière de la semaine. On se retrouve dimanche avec d'autres invités, d'autres confidences. Nous recevrons entre autres Chirel, la jolie chanteuse qui viendra nous présenter son nouvel album. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de semaine, une excellente journée. Et dimanche, on se retrouve à 9h30 heure israélienne, 8h30 heure française. D'ici là, portez-vous bien.